beaucoup Tanguy pour cette très belle présentation du livre. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'avoir l'occasion d'animer cette table ronde. Je suis Chloé Torcol, je suis chef de projet à la FMD et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Vincent Arnaud-Chape qui est chargé de recherche au CNRS et qui a coécrit cet ouvrage. Bonjour Vincent Arnaud, merci d'être là. On m'entend. Je pense que les micros marchent. D'accord. C'est bon, ça marche. Chloé Hamelin-Barbier, qui est responsable RSE à Rennes School of Business. Bonjour Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Et Pascale Zurcher, qui est directrice adjointe diversité et inclusion et bien-être au travail France de Colas. Bonjour Pascale. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et tous. Pour faire suite à cette présentation de notre dernier ouvrage sur l'évaluation de l'impact des politiques diversité et inclusion, on a voulu organiser cette table ronde dans deux grands objectifs. Le premier, c'est de comprendre l'intérêt d'une démarche d'impact, si vous n'êtes pas encore convaincu, et d'explorer ensemble quelles sont les conditions de réussite de cette démarche et quels sont les conseils, les postures qu'on peut adapter ensemble. Je tiens à préciser que j'ai mis nos invités dans une position un peu peut-être inconfortable puisque je ne vous ai pas envoyé de questions à l'avance. Je suis très attachée au fait que vous ayez une discussion entre vous, donc je compte sur vous pour me faire parler le moins possible. Évidemment, on a des grandes thématiques qu'on va aborder ensemble. La première, c'est vraiment ce que Tanguy nous présentait aussi, c'est le fait de penser la notion d'impact, tout le travail de déconstruction qui a pu être fait aussi d'abord à l'occasion du groupe de travail. Donc on l'a dit, Vincent Arnaud, toi tu as fait partie en tant que chercheur de ce groupe de travail et Chloé, Rennes School of Business, a piloté ce GT. Et toi Pascal, tu as eu l'occasion de découvrir cet ouvrage au moment de la relecture. Tu as pu l'amender, faire des apports et y réagir, donc c'est très précieux. Et on revient sur cette notion d'engagement aussi, le fait que c'est quelque chose qui a été co-construit avec différents experts et expertes. Pour ouvrir ces échanges, j'aimerais avoir votre retour sur quand vous avez commencé le groupe de travail. À quoi est-ce que vous vous attendiez et qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ces réflexions sur l'impact qui ont quand même occupé une partie des premières séances? J'y vais ou Donc bonjour à toutes et à tous. Je précise que le livre, on l'a coécrit avec mon collègue Malik Amila, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Ce qui m'a le plus étonné, on va dire, c'est dans un premier temps une forme quasi d'angoisse par rapport à cette notion d'impact qui paraît en fait très exigeante, qui planait, j'exagère un peu, mais presque comme une menace. Il faut évaluer l'impact, il faut qu'on soit capable de dire quel impact a notre politique. Et finalement, quand on creusait, et je nous inclus totalement dans la question parce qu'on n'est pas du tout arrivé de façon descendante en chercheurs qui savent déjà et qui expliquent ce qu'il faut faire, on s'est rendu compte que c'était très très flou cette notion d'impact, qu'elle était peut-être plus paralysante qu'autre chose. On a même réfléchi à des alternatives, on a parlé de progrès plutôt que d'impact. On s'est dit qu'on allait continuer à parler d'impact parce qu'aujourd'hui c'est effectivement le terme, on va dire le terme accepté, le terme attendu, mais qu'en même temps il fallait en avoir une vision souple, réaliste. Voilà, c'est le mot qui est beaucoup revenu, être réaliste sur l'impact et ne pas se donner des exigences qui en fait sont matériellement irréalisables. Moi, je me rappelle vraiment, quand on a commencé le groupe de travail, moi je sortais d'une démarche qualité qui a cours en l'enseignement supérieur, qui s'appelle le BSIS, le Business School Impact System. Donc ça faisait plusieurs mois que j'étais baignée dans cette notion d'impact. Donc je pense qu'elle m'a pas forcément impressionnée de premier abord à titre individuel, parce que voilà, j'étais dedans depuis quelques mois. Mais par contre, je me rappelle qu'on n'était pas du tout d'accord, tous et toutes, sur ce qu'était l'impact. On cherchait vraiment... J'avais l'impression qu'il y avait un besoin de coller une définition parfaite à ce qu'était l'impact pour l'ensemble de nos organisations. Et ça nous a occupé quand même une paire d'heures, pour se mettre d'accord sur le fait, au final, qu'il y avait probablement pas qu'une seule définition et que c'était peut-être pas le mot impact qui était le plus important.
mais plutôt le mot intention. Quelle intention Je me rappelle que Vincent Arnaud, tu nous questionnais beaucoup sur qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, qu'est-ce que vous cherchez à mesurer. On grattait ces questions-là, et nous, en tant que professionnels qui avons les pieds sur le terrain, c'était des questions qui étaient impressionnantes, parce qu'on n'avait pas forcément la réponse à ces questions de qu'est-ce qu'on veut mesurer. Alors, je me rappelle vraiment de cette partie-là. Toi, Pascal, quand tu as découvert l'ouvrage, est-ce que tu t'es retrouvé aussi dans ce que dit Chloé sur ce questionnement de finalement, qu'est-ce que je cherche à mesurer ? Alors, moi, lorsque je suis entrée dans l'ouvrage, j'avais vraiment de la curiosité. Pourquoi ? Parce que, alors deux mots sur mon parcours, j'ai créé la direction diversité et inclusion chez Colas il y a 8 ans. Colas est un groupe mondial de BTP avec beaucoup d'ingénieurs, et que très vite, la question du résultat s'est posée. Et donc, quand j'ai appréhendé le livre, me dire « Ah, si quelqu'un a trouvé comment on peut mesurer l'impact de nos actions D&I, vraiment, je suis preneuse. » Donc, de la curiosité, vraiment. Vas-y, Vincent. Je me permets de réagir. Alors, effectivement, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on propose, une façon de mesurer en tant que telle, mais c'est plutôt une invitation à prendre du temps et à expliciter ce qui est explicité. Et je pense que c'est une dimension importante, cette dimension de temps. Elle était importante dans le groupe de travail, comme tu l'as dit, Chloé. On a pris le temps de laisser décanter. C'est allé lentement au début, mais voilà, c'était intéressant. Et on s'est dit, on en est un peu venu, il y a beaucoup de jeux de reflets, finalement, entre le groupe de travail et ce qu'on propose. C'est qu'une politique diversité, ça prend du temps. Ça prend du temps pour la constituer, et puis ça prend du temps pour qu'elle prenne effet, et donc ça prend aussi du temps pour l'évaluer. Je crois que cette notion de temps, alors elle est compliquée parce que le temps est contraint dans les organisations, dans les entreprises, dans nos sociétés, mais qu'en même temps, si on veut faire les choses bien, il faut essayer de grappiller des marges de temps qui sont, à mon avis, centrales. Oui, je veux bien réagir. Ce que j'ai trouvé très intéressant de prime abord, c'est vraiment toute cette première partie, en tout cas une partie importante du livre, sur qu'est-ce qu'on évalue. Parce qu'effectivement, on parlait d'évaluation, donc voilà, je prends mon poste, on me fixe des objectifs. Qui dit objectif dit aussi indicateur. Donc, il y a des indicateurs assez simples à prendre en compte, que sont par exemple le taux de féminisation de certaines professions dans le BTP. Il faut augmenter le taux de féminisation, très bien. Compter des hommes, compter des femmes, jusque-là, on sait faire. Mais l'impact des politiques D&I, et je pense qu'on va en parler, va aller bien au-delà de cela. C'est recruter des femmes, c'est une chose. Faire en sorte qu'elles s'épanouissent, qu'elles restent dans l'entreprise, qu'elles évaluent à la même vitesse que les hommes, c'est tout à fait autre chose. Et là, on voit à quel point ça devient plus complexe d'évaluer l'impact des politiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Ça, c'était déjà, je trouve, très intéressant à étudier. Ouais, puis il y a aussi, je rebondis là-dessus, quelque chose que disait Tanguy tout à l'heure sur le contexte. Et moi, ce que je trouve très important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme impact, dans quelle zone, c'est quoi notre territoire. Ça, c'est un vrai sujet. L'ensemble de nos organisations sont animées par ces notions d'ancrage territorial, peu importe de quoi on parle quand on dit ça, mais c'est hyper intéressant de dire je cherche à faire quoi, dans quel endroit, avec qui, pour qui. Et ça, pour moi, c'est des questions... je ne sais pas si j'anticipe un peu les questions d'après, mais dans l'étape du schéma, là, pour moi, ça fait partie de la partie problématisée, quoi. Prendre le temps de comprendre c'est quoi l'endroit où je suis, où est-ce que je veux aller, et avec qui, comment... ça, c'est des choses, et ça rejoint la notion de temps, en fait. C'est de se dire de prendre beaucoup de temps en début de démarche pour réfléchir à ces questions-là. Ça, pour moi, ça me semble être une clé de réussite de ces démarches-là et des mesures d'impact, quoi. Et puis, je dirais même, quand tu parles de comprendre où on agit, la compréhension de l'environnement, alors on parle de l'environnement interne à l'entreprise, avec ces différents publics auxquels on va s'adresser de différentes manières, pour expliquer ce qu'on fait. La nécessité d'expliquer, de faire de la pédagogie, je trouve essentielle dans nos missions de D&I. Expliquer pourquoi on le fait. On ne l'expliquera pas de la même manière à tout le monde. Et quand on parle du contexte de l'entreprise,
des différents métiers de l'entreprise, des différentes instances avec lesquelles on va travailler. On va parler tout à l'heure aussi des alliés, qui sont des populations importantes. N'oublions pas non plus le contexte extérieur à l'entreprise. C'est-à-dire que la société en elle-même, le contexte dans lequel on s'inscrit au niveau sociétal, le mouvement MeToo a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup parlé. Quel impact a-t-il eu lui-même sur les politiques D&I, la lutte contre le sexisme, etc. Enfin, voilà, on est aussi en prise directe avec la société, l'évolution de la société, et on ne peut pas l'occulter. Merci beaucoup pour ces premiers retours sur le groupe de travail. J'espère, alors je ne doute pas que la présentation de Tanguy vous a donné une envie irrépressible de lire ce livre. Ce que je trouve absolument passionnant avec le travail qui a été effectué, et vous avez commencé à l'expliquer, même si, et Pascal, tu disais qu'au début c'était presque une attente de se dire est-ce que finalement ça y est, on sait dire comment évaluer l'impact des politiques diversité et inclusion. Je vous invite à rester dans la salle quand on vous dit que non, il n'y a pas vraiment une bonne pratique toute faite. Mais ce qui est hyper riche dans cet ouvrage, c'est que vous allez découvrir deux choses vraiment passionnantes. C'est à la fois le travail qui a été fait sur la posture, Tanguy en a parlé, la posture d'enquêteur, d'enquêtrice, et ensuite une méthode. J'aimerais qu'on parle ensemble d'abord de la posture et revenir, et je disais que j'allais citer le livre parce que vraiment, alors déjà je trouve que ce livre est extrêmement bien écrit, et une façon d'introduire la posture se fait à la page 39 quand vous voudrez le retrouver tout à l'heure. Je vais vous demander de réagir à cette citation qui dit que la sociologie des sciences, donc les ethnographies de laboratoire, a montré que derrière la vitrine rutilante de la science faite, celle des manuels, il y a les cuisines pleines de vie de la science en train de se faire. Là où le scientifique n'est pas ce pur esprit qui assène des vérités sur le monde, mais plutôt cet être fait de chair et d'os qui, entouré de ses collègues, transpire sur ces matériaux pour en extraire laborieusement des interprétations qui finiront peut-être par prendre le nom de résultats scientifiques. D'abord, bravo pour cette magnifique formulation. Et ensuite, peut-être d'abord Chloé et Pascal, ce challenge de réagir à ça, est-ce que vous vous retrouvez dans cette posture-là, finalement ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de clé quand on parle de diversité. C'est le vécu, l'expérience des personnes. Et moi, cette phrase, elle me dit ça, en fait. Elle me dit que, OK, un travail d'agglomération, d'intelligence artificielle hyper sophistiqué sur les chiffres va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur des tâches qui, avant, nous prenaient beaucoup de temps humain. Et je me dis que ce temps humain qu'on gagne, en fait, à sophistiquer en fait, la production de chiffres, qui est absolument nécessaire, pour moi, c'est un temps qui est très riche pour comprendre et lier ces chiffres-là avec une expérience du vécu intime. Et ça, je trouve ça clé, en fait, dans nos démarches de diversité. Il faut qu'on arrive, nous, responsables d'INI, à prendre en compte ces vécus et ces intimités comme autant d'input dans la démarche. Et après, on en parlera peut-être un petit peu de la notion d'enquêteur et d'enquêtrice, mais moi, ça m'inspire ça, cette phrase-là. La prise en compte à sa juste valeur des expériences vécues sur le terrain par les personnes concernées. Complètement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une dimension affective. Donc, je ne viens pas du D&I, j'avais un autre métier avant, et donc je me suis approprié ce métier par envie d'y entrer, et j'ai découvert toutes les personnes avec lesquelles j'allais travailler, qui allaient contribuer aux démarches. Et en fait, je crois que jamais on peut avoir une attitude qui soit dénuée d'affect quand on parle de D&I. Affect positif, affect négatif, ou en tout cas un petit peu, soit des sceptiques bienveillants, soit carrément des gens qui, pour tout un tas de raisons, sont potentiellement opposés. On a évoqué tout à l'heure, Tanguy l'évoquait, opposés à ce qu'on augmente les femmes, parce que c'est au détriment des hommes, forcément.
opposé à la mise en place de politiques en faveur des LGBT parce que non, quand même, ça n'a rien à faire dans l'entreprise. Opposé à et voilà. Et à chaque fois, on s'aperçoit que ces sujets en fait résonnent chez tout individu. Encore une fois, heureusement, parfois positivement, ou piquent un petit peu quelque part, et il faut faire avec. Et ça peut être en notre faveur, ça peut aussi être en notre défaveur, mais en tout cas, le fait d'avoir cette dimension présente à l'esprit et de faire avec est quelque chose d'incontournable. Après, moi, j'ai bien aimé l'image de la cuisine et du questionnement, mais j'ai eu cette difficulté, mais qui a été une grande chance pour moi, d'arriver dans un bureau vide et de tout avoir à construire, en ne venant pas de ce métier-là. Alors, je précise quand même que ce qui a fait que je me suis intéressée au métier, c'est que j'étais à la communication, en charge de la communication sur tous les sujets de diversité, et qu'en fait, j'ai adoré travailler sur ces sujets et que j'ai décidé de passer de l'autre côté. Donc, j'avais quand même un petit vernis. Mais quand on intègre un groupe de 60 000 personnes dans 50 pays, dont 30 000 en France, et je ne parlerai que de la France, la première question qu'on se pose, c'est comment je fais pour développer des politiques d'I&I. Voilà, je viens d'être nommée en charge du sujet. Et donc, j'y suis allée avec une grande modestie en me disant, je vais d'abord adhérer à la FMD, j'avoue, parce que ça peut m'aider. Mais après, par tâtonnement, par essai, par le fait de vouloir absolument comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des freins, pourquoi il ne suffit pas d'eux. Et donc, à chaque fois, de décortiquer ce qui faisait le contexte et ce qui allait faire que les politiques que j'allais essayer modestement allaient fonctionner ou pas fonctionner. Et ça, je crois que ça a été salvateur pour moi. Je vais réagir rapidement. Donc déjà, cette référence à l'ethnographie de laboratoire, c'est une référence au grand sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour, excusez-moi, qui est récemment décédé. L'idée aussi, c'était de dire l'évaluation de l'impact, ça peut avoir l'air un peu froid, un peu casse-pied comme ça, mais qu'en fait, je pense que si on s'y met et si on en fait une démarche intégrante des politiques de diversité et inclusion, c'est-à-dire pas quelque chose qui vient après, qui vient derrière le contrôle, quoi. Mais si on en fait quelque chose qui est vraiment ancré en fait dans cette pratique, qui est une pratique qui se découvre, qui est une pratique qui s'invente, et je pense que c'est le cas de l'évaluation. Elle demande de la méthode, elle demande de la rigueur, mais elle demande aussi de bricoler, de trouver les bonnes choses à observer, de réfléchir, de se mettre autour d'une table, d'expliciter les hypothèses qu'on a, les problèmes qu'on a, de fureter dans les chiffres, de se faire, on en a parlé rapidement, des alliés pour faire remonter les infos du terrain, tout ça. Et pardon. Et rien de cela n'est rébarbatif, en fait. Au contraire, moi, c'est peut-être parce que je suis moi-même scientifique. Pardon, je suis un peu malade. Mais en fait, je trouve ça très excitant. Et donc, je pense que c'est ça qu'on a essayé de montrer aussi. C'est que la démarche d'évaluation de l'impact, c'était pas une évaluation de la Cour des comptes, quoi. C'est une démarche active qui s'entrelace avec la politique, qui l'a fait agir, qui l'a fait évoluer, qui se fait en temps réel, finalement. Et voilà, et c'est les descriptions très riches des ethnographies de laboratoire. Elle montre ça, elle montre le scientifique, il est pleinement impliqué, il est issu, quoi. Et d'une certaine façon, c'est un peu pareil, en tout cas, ce qu'on a essayé de porter. Encore une fois, c'est pas notre imposition, c'est ce qui est remonté du groupe de travail, c'est ce travail très concret, très engagé, très impliqué pour faire les politiques, mais aussi pour les évaluer, pour les modifier, pour les réorienter, leur donner des directions un peu ou beaucoup différentes, et que voilà, fallait que ça fasse un peu envie, finalement, également. Ouais, ce qu'on voit très bien dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une vraie réflexion qui est partie du terrain et qui est remontée. Et finalement, on parle bien du cheminement du groupe de travail et de cette figure de l'enquêteur-enquêtrice qui a fini par se construire aussi avec les membres qui faisaient partie du groupe de travail. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez aussi... vous avez explicité un petit peu ce qui était constitutif de cette posture-là.
le fait d'articuler savoir et action, de se projeter, de se laisser surprendre aussi. Je sais que toi, Pascal, c'est quelque chose qui t'a plu, le fait de se laisser surprendre. Et pour vous deux qui avez participé au GT, comment est-ce qu'on arrive dans des réflexions quand même qui ont l'air complexes, de se dire en fait, ok, une des solutions, c'est de se laisser surprendre. Je pense qu'on y arrive parce que aussi dans le groupe de travail, on s'est fait surprendre soi-même dans la méthodo. Rien que le fait, enfin je reprends, mais rien que le fait des premières séances où en fait on était un petit peu inconfortables, nous professionnels de la D&I, habitués à créer du plan d'action en moins de temps qu'il faut pour le dire, de la politique pareil. Moi, à titre perso, je me suis vraiment fait surprendre par ce truc de dire doucement, déconstruisons d'abord tout ce qu'on a en tête, qu'est-ce que c'est l'impact, qu'est-ce que ça n'est surtout pas. Et finalement, ça nous a pris du temps hein, en tant que nous, participants et participantes au GT. Je le redis, je pense que moi, à titre perso, je suis arrivée en me disant trop bien, je vais avoir plein de bonnes pratiques. Je me suis dit ça en mode... je vais avoir tout un tas de petites solutions clés en main, nickel, là, je vais revenir à mon bureau, là, je vais dire yes, j'ai trouvé ça, on va mettre ça en place tout de suite, machin. Et en fait, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Vraiment, moi, je suis ressortie de la première séance en me disant ouh là là, en fait, je crois que j'avais pas très bien compris qu'est-ce que c'était l'impact. Et donc, je pense que cette notion de se laisser surprendre, elle est sortie parce que nous-mêmes, en tant que participants, on s'est vraiment laissé surprendre par ce qui s'est passé. Il y a eu un espèce de méta, tu l'as dit tout à l'heure, Vincent Arnaud, je pense que ce qui est marqué, il y a eu vraiment un miroir entre ce qui est écrit là et ce qui nous est arrivé à toutes et à tous dans le groupe de travail. Mais je veux juste, ce truc de se laisser surprendre, c'est un peu beau, quoi. Ça a l'air un truc de pensée magique, là, un peu comme ça. Mais il y a tout un tas de conditions de réussite quand même avant. Et la temporalité, avoir le temps de, se laisser le temps de, c'est quand même pour moi un truc un peu, j'allais parler en franglais, mais un peu obligatoire, quoi, mandatory avant tout ça, quoi. Oui, je pense que le terme important, c'était un peu, comment dire, essayer de sortir de la routine. Parce que dans tous nos métiers, on a tendance à routiniser, c'est normal, on ne peut pas toujours tout réinventer. Et c'est aussi, pardon, c'est aussi à ça que servent les bonnes pratiques, et il en faut. Mais il y a un moment, ce qu'on voulait dire, c'est on ne peut pas juste faire et refaire des bonnes pratiques de façon un peu plaquée finalement, ou pas forcément adaptée au contexte organisationnel de l'entreprise, du territoire, etc. Et donc il y avait cette nécessité, je le redis un peu, mais de se poser, de sortir de la routine, de sortir on a l'habitude de faire ça parce qu'on a toujours fait ça, ou parce que le voisin ou le concurrent fait ça. Et donc se laisser surprendre, c'est aussi c'est se laisser surprendre par les résultats, mais c'est aussi se laisser surprendre par les questions qu'on pose, par les retours qu'on a, par les méthodes qu'on met en place. C'est faire différemment. Et encore une fois, je pense que c'est important de le dire, on a voulu ne pas être naïf. Le troisième chapitre sert vraiment à ça. On sait que les contraintes temporelles sont compliquées. Il faut aussi, bien sûr, il faut des routines, il faut des habitudes. Mais à un moment, dans ces politiques et dans leur évaluation, cette capacité d'étonnement, qui est effectivement la capacité, on va dire la compétence 0,1 du chercheur, s'étonner sur la réalité, sur ce qui est, sur ce qui change, pourquoi les oiseaux volent, etc. C'est aussi quelque chose que dans cette posture de l'enquêteur-chercheur professionnel de la diversité et inclusion, on peut avoir, et qu'on nous a remonté, c'est-à-dire plein de professionnels avec qui on a échangé et qui, moi, m'ont appris énormément de choses et qui étaient dans cette posture de s'interroger. Pourquoi ce chiffre, il a bougé? Pourquoi, au contraire, il n'a pas bougé? Pourquoi le taux de féminisation a d'abord monté et puis finalement pas, ou finalement il est redescendu? Et pas dire, c'est des indicateurs, on les sort, on les présente, et puis on passe à autre chose. Non, on se pose, on est surpris, on se dit, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché?
peut-être parce que cette politique, en fait, elle s'adressait pas, pardon également pour l'anglicisme, elle s'adressait pas à la bonne question, ou elle n'était pas bien articulée au problème. Donc peut-être qu'il faut que je change d'hypothèse. Peut-être que c'est pas le mentoring qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut plutôt lutter contre les ambiances sexistes, ou le contraire, j'en sais rien. Mais voilà, avoir cette capacité, je n'en ai plus le PowerPoint, mais c'est la boucle de rétroaction, quoi. C'est dire, ça marche pas forcément, et si ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Toi, Pascal, se laisser surprendre, qu'est-ce qui a résonné dans ton expérience? Je crois que c'est un... Je pense pas que ça surprendra grand monde si je dis que le métier de responsable D&I est un métier d'équilibriste, quelque part. C'est-à-dire que ce que j'ai retrouvé dans le se laisser surprendre, c'est effectivement tout à fait ça, mais on est à un métier aux interactions de tout un tas de choses. C'est-à-dire que d'une part, quand on est en tout cas responsable D&I dans une grande entreprise, ce qui est mon cas, on a des injonctions de la direction générale, de la direction des ressources humaines, avec bien sûr Yaka Faucon, et puis rapidement, ça, voilà, forcément. Mais on a ce rôle de définir des plans d'action qui vont permettre d'atteindre les objectifs, de les déployer. Et là, on s'aperçoit, comme le disait Vincent Arnaud, que ça ne marche pas nécessairement. Et donc, le poste de responsable D&I n'est pas oblige à sortir de sa zone de confort de manière permanente. Mais si on veut faire un métier de confort, je pense qu'il ne faut pas faire celui-là de toute façon. Et donc, on est toujours en train de se dire, ça marche pas. Comment est-ce que je peux vérifier que ça marche? Et on en revient à l'impact. Et on ajuste, et on accepte que ce n'était pas forcément la bonne solution, qu'il aurait peut-être mieux valu le faire comme ça, que le copier-coller n'est, à mon sens, pas possible. Donc, on a des objectifs, et il ne faut pas se tromper sur la définition de l'objectif, et puis on a des solutions. Mais c'est aussi tout ce qui fait la richesse de ce métier. C'est la nécessité d'être sans cesse dans une recherche de ce qui va marcher, une recherche d'innovation. Alors, on reprend parfois des choses qui ont existé et qui ont fonctionné ailleurs, mais en tout cas, on va le tester. Et c'est en cela qu'on retrouve la position du chercheur. C'est qu'on teste des choses sur le terrain, et puis on ajuste, et puis on modifie, et c'est sans cesse, mais ça rend les choses extrêmement riches, je crois. La démarche extrêmement riche, en tout cas. Quand tu disais la démarche du chercheur, je pensais exactement ça. Le bon chercheur, en tout cas, il ne sait pas forcément, avant de commencer l'enquête, ses résultats, quoi. Il y va, et puis il ajuste, et puis il change peut-être son protocole, et puis il change les hypothèses, et puis il change les résultats attendus, etc. Donc c'est pour ça que je trouvais que la métaphore, elle marche très bien, parce que c'est l'activité du sociologue dans son laboratoire ou sur le terrain, mais je crois qu'elle s'applique à pas mal de métiers finalement, et des interactions qu'on a eues, je suis de plus en plus convaincu que ça s'applique aussi aux professions de la diversité et de l'inclusion. C'est parfait, parce que ça nous amène aussi aux obstacles que finalement la posture qu'on va être amené à porter, celle d'enquêteur, d'enquêtrice, les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer, ou en tout cas qu'il faut réussir à dépasser. Alors, on ne va pas revenir sur tous, mais dans ce que vous avez partagé, je trouve qu'on est vraiment sur cette réflexion autour du fait de devoir aller au-delà du court-termisme, d'accepter qu'on travaille sur du temps long, et aussi avec un minimum de stabilité. Dans le fait d'avoir la possibilité de déployer des actions. Chloé, quand on en avait parlé, tu m'avais dit une expression qui m'a marquée, à savoir « il est urgent de ne pas se presser ». Il est urgent de ne pas se presser. Qu'est-ce que ça veut dire quand on déploie des actions diversité et inclusion, et quand on pense leur impact? J'avais un peu peur quand tu m'as dit, comme tu me l'as dit au téléphone, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ouais, il est urgent de ne pas se presser. En fait, je me dis toujours que dans ces démarches qui demandent, Tanguy l'a dit aussi, on est sur des changements structurels, on est sur des changements culturels. Je veux dire, changer une culture managériale, on aura beau être... avoir un plan d'action béton, mettre plein de moyens autour, ça prend pas 1 an, ça prend pas 2 ans, ça prend pas 3 ans, ça prend beaucoup plus que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a des réflexes qui sont pris par je dirais, je sais pas, dans une organisation, par la classe sociale des managers, et qui prend beaucoup de temps.
Et du coup, ce que je veux dire quand il est urgent de ne pas se presser, c'est surtout que c'est des démarches qui demandent du temps. Et je pense que il faut arriver à se dire, dans 3 ans, 5 ans, je voudrais en être là, mais de manière assez pragmatique. De dire un management, je reprends ce truc-là, un management inclusif, un manager inclusif, dans 5 ans, ce sera quoi ? Mais quand on répond à cette question-là, je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être hyper pragmatique et hyper réaliste. Ça veut dire qu'il et elle font quoi ? Et ça veut dire qu'il et elle ne font plus quoi ? Avec vraiment des comportements observables que n'importe quel enquêteur ou enquêtrice, même s'ils ou elles ne sont pas des professionnels de la D&I, peuvent observer de manière très claire. Donc avoir cette espèce de trajectoire, mais qui nécessite aussi beaucoup d'intention. Si on se projette à 5 ans, en termes d'engagement d'une organisation, c'est fort, quoi. Et après se dire, donc si dans 5 ans j'en suis là, ça veut dire que dans 4 ans j'en suis où ? Dans 3 ans j'en suis où ? Dans 2 ans j'en suis où ? Dans 1 an j'en suis où ? C'est là que je veux dire, il est urgent de ne pas se presser, c'est surtout, il est urgent de ne pas attendre des résultats comme ça en claquant des doigts au bout de 6 mois. Surtout quand on parle de changement de comportement, c'est hyper difficile à mesurer. Comment on mesure le fait que quelqu'un avait un réflexe avant et ne l'a plus aujourd'hui ? Je défie quiconque de savoir mesurer ça. C'est hyper difficile. Donc c'est ça, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça que je voulais dire quand il est urgent de ne pas se presser, quoi. C'est aussi un message adressé aux directions, je pense, c'est-à-dire, voilà. Un message subliminal. D'accord. Pas très subliminal, hein. Allons-y franchement. J'espère que ta direction t'a écouté. Non, mais parce qu'on l'a vu des professionnels qui mettaient en place des super actions et qui nous racontent, au bout de 3 mois, leur supérieur a dit « Ah, ça marche bien, ce dispositif de coaching pour les femmes, il faut inclure les hommes maintenant. » Oui, peut-être, mais c'est plus le même dispositif, on mesure plus la même chose, on regarde pas du tout s'il a effectivement permis d'avoir un impact à long terme en termes d'évolution de carrière et de comparer, etc. Donc, moi, je suis assez convaincu que tous les professionnels diversité et inclusion savent qu'il faut du temps. J'espère qu'effectivement il sera lu ou qu'il servira de support pour négocier, pour avoir ce temps aussi, le bouquin, parce que c'est d'autres strates qu'il faut convaincre. De toute façon, on sait que les entreprises changent, les secteurs, l'organisation, le périmètre, etc., et que c'est pas possible d'avoir un environnement stable, justement, du sociologue pas du sociologue, pardon, du biologiste qui fait ses expériences en éprouvette. C'est pas la question. Bien sûr que les choses changent, mais en même temps, tu l'as super bien dit, Chloé, non, il faut 3, 4, 5 ans. Les mentalités, les pratiques, c'est compliqué. C'est inscrit dans des habitudes. Il y a des renouvellements de la main-d'œuvre, etc., etc. Et donc, oui, je vais juste rebondir sur ce que disait Vincent Arnaud. L'entreprise est quelque chose de mouvant. Donc effectivement, l'organisation peut changer. Même si c'est à la marge, ça peut avoir une incidence sur les politiques que l'on met en place. Les individus changent. Moi, qu'aujourd'hui, je regarde les personnes que j'ai accompagnées, qui étaient mes ambassadeurs, mes fers de lance, force est de constater que j'en ai perdu un certain nombre depuis 8 ans. Donc l'entreprise est quelque chose qui vit et il faut faire avec. Il y a des priorités qui changent. J'ai effectivement cette expérience on met en place des dispositifs d'accompagnement de nos talents féminins, puis comme les hommes tapent à la porte depuis un certain nombre d'années, on vous dit il faut intégrer les hommes. Ok, on intègre les hommes. Mais quelle incidence ça a ? Et à ce compte-là, le projet n'est plus le même. C'est-à-dire que déjà, le fait d'accompagner les femmes, il n'est pas exclu que quelqu'un vous dise pourquoi, parce qu'il leur manque quelque chose. Donc il faut bien l'expliciter. Après, quand on commence à intégrer les hommes, la démarche est certes louable, mais on n'est plus dans la même démarche. Donc ça veut dire repositionner la démarche de mentoring en l'occurrence, et redéfinir l'objectif, et redéfinir à quoi ça sert, et expliquer beaucoup pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc énormément de pédagogie, et encore une fois, énormément d'adaptation à un contexte qui change et qui rend encore plus difficile la mesure, mais on y arrive.
Effectivement, là, vous abordez en creux aussi le fait d'avoir une pluralité d'attentes et d'interlocuteurs, d'interlocutrices. Et le fait de devoir convaincre, ça nous amène aussi à ce qui est abordé dans l'ouvrage, à savoir la conflictualité, le fait de savoir la gérer. Dans l'ouvrage, il y a un parallèle, comment dire, on replace aussi les démarches diversité et inclusion dans leur dimension politique. Comment est-ce que vous faites, vous, pour naviguer finalement ces enjeux, puisqu'on parle quand même de prévention des discriminations, de rompre les inégalités, dans un moment où on le sait, sur les fonctions et les actions de diversité, on attend parfois qu'elles soient dépolitisées pour pouvoir être entendables. Ouais, sur cette question de la dépolitisation, c'est vraiment un énorme sujet. En tout cas, moi, ce que je me dis toujours quand je démarre une démarche, j'essaye toujours d'identifier, c'est pas une recette que je suis en train de donner, mais je me dis qui sont mes parties prenantes directes, avec qui je vais travailler, et du coup, qui d'autres pourraient être impactés par ces démarches. Donc d'avoir un espèce de mapping des parties prenantes le plus large possible, et pour anticiper les conflictualités, pas pour les régler en avance, parce que je pense que c'est des discussions qu'il faut avoir au bon moment dans le process. Ça sert à rien de vouloir leur couper l'herbe sous le pied avant, parce que souvent elles réapparaissent un petit peu plus tard dans le process, mais je me dis toujours, cette partie prenante-là, qu'est-ce qu'elle a à gagner de cette démarche-là, mais aussi qu'est-ce qu'elle a à perdre dans cette démarche-là. Et je trouve qu'en essayant de comprendre ce que cette partie-là a à gagner, ce qu'elle a à perdre, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, il y en a pas qui ont à tout gagner et d'autres tout à perdre, mais on anticipe ces conflictualités sans les régler trop en avance, sans vouloir les régler trop en avance. Mais juste, en tant qu'enquêteur, enquêtrice, on se dit, tiens, potentiellement, cette discussion-là, elle peut avoir lieu avec telle partie prenante. Éventuellement, à ce moment-là de la démarche, parce que la partie prenante qu'aura à perdre quelque chose se sera rendu compte que potentiellement, elle va avoir ça à perdre et que ça va toucher tel aspect de ses privilèges, etc. Et je trouve que... je pense que si on ne fait pas ça, si on n'accepte pas que dans ces démarches-là, il y a de la conflictualité, il y a du débat, il y a des écarts de perception, de réalité, peu importe, en fait, on loupe quelque chose. Et on va faire quelque chose qui est plutôt cosmétique. Donc, en effet, ça va prendre moins de temps. On va pouvoir faire des tartines de communication dessus assez vite. Par contre, profondément, je ne pense pas qu'on aura atteint l'objectif de changer structurellement ce qui se passe et les rapports de pouvoir qui ne sont pas OK, quoi. Rajouter. Oui, j'ai bien aimé que tu utilises le mot politique, parce que, entendons-nous, on ne parle pas de politique gauche-droite, de partis et d'élections, etc. Mais dire effectivement que l'entreprise, c'est une petite cité avec des valeurs, des manières de fonctionner, des principes de justice, des critères, etc. Et que, évidemment, que la diversité et l'inclusion, ça ne peut pas être une pure technique. Elle réfléchit et elle agit surtout sur tout ça, sur qui mérite une promotion, qui devrait être embauché, où doivent aller les ressources, comment on s'organise pour, le terme est presque galvaudé maintenant, mais pour vivre ensemble, pour que différents profils aient leur place, etc. Et ça, effectivement, c'est une forme de politique au sens très noble et très plein du terme, et qu'il faut, alors je ne sais pas s'il faut revendiquer le terme, parce que voilà, il est compliqué, en général on a un peu ce réflexe, la politique ne rentre pas dans l'entreprise, d'accord, mais je le redis, je pense que l'entreprise est une forme de politique, qui a une organisation politique, et qu'il faut l'assumer. Moi je suis d'accord avec tout ce que dit Chloé, c'est-à-dire que voilà, il y a de la conflictualité, qu'on peut en parler, qu'on peut mettre les choses à plat, qu'on peut regarder qui a à gagner, qui a à perdre, parce que parfois, oui, c'est vrai, il y a des personnes, des groupes gagnent et d'autres perdent, on rééquilibre les choses, et que c'est pas en faisant semblant que finalement non, tout ça c'est neutre, tout ça c'est fluide, tout ça c'est facile. C'est pas facile, et de la même façon que les mettre en place ces politiques sont pas faciles, de la même façon que les évaluer n'est pas facile. À chaque fois, il faut expliciter, savoir pour qui, pourquoi on fait ça, comment on le justifie, etc., etc. Le concept clé, je
je disais tout à l'heure quand on discutait, c'est pour moi l'explicitation. Expliciter les enjeux, expliciter les problèmes, expliciter les hypothèses, expliciter les conflits. Pas forcément pour les dépasser totalement, mais au moins pour être clair, pour les reconnaître, etc. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je crois même que l'explication va être différente en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. On a parfois, en tout cas en France, et ce n'est pas forcément valable à l'international, donc en France, moi j'avoue que je l'utilise, on a des lois. Et il y a certaines personnes qui vont entendre les lois, qui vont entendre l'obligation vis-à-vis du handicap, qui vont entendre l'index égalité, l'index RIC5, qui vont, voilà, et utiliser la loi est parfois utile. On a des populations plus financières qui vont davantage, si je reprends l'exemple du handicap, être sensibles au montant de la contribution. Et ça va aider à la mise en place d'un accord handicap. Voilà, ce sont des exemples très concrets, très pratico-pratiques, mais en fonction du public auquel on s'adresse, l'explication peut être un petit peu différente. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de réfléchir. Et là, je vais rejoindre les freins et le levier que tu évoquais, Chloé. C'est en fonction des freins et des leviers qu'on a identifiés en amont, et je crois que c'est très important, il ne faut pas se leurrer. Je le disais au départ, nos politiques, il y a une forte dimension affect. Pourquoi on discrimine ? Enfin, ça pourrait être un autre sujet, mais pourquoi discrimine-t-on ? Pourquoi les politiques en faveur de la non-discrimination interpellent chacun et de manière plus ou moins aiguë ? Et donc, identifier les freins et les leviers, identifier les points de blocage, préparer le plus en amont possible les réponses, même si on ne les utilise pas. Mais le fait de se dire, là, ça va peut-être piquer un peu, et comment je peux répondre à ça ? Et ce qui permet de préparer ensuite les argumentaires vis-à-vis de nos différents publics. Je pense que c'est un travail à faire en amont qui peut prendre un peu de temps, mais on acquiert aussi des réflexes par rapport à ça, mais qui permet considérablement de fluidifier la mise en œuvre des dispositifs. Dans le livre, on a parlé de traduction, c'est-à-dire de cet enjeu d'être capable finalement de parler plusieurs langages, d'être capable de parler effectivement à la direction financière, aux syndicats, aux juristes, à la DRH, aux salariés, aux femmes concernées, etc. Et je pense que ce n'est pas de la duplicité, c'est aussi montrer que, voilà, que ces enjeux, finalement, ils sont à cheval sur plusieurs intérêts, sur plusieurs légitimités. Et que c'est peut-être aussi le travail, je ne veux pas trop m'avancer, mais le travail des professionnels, c'est d'aligner ces différents intérêts, de montrer qu'il y a une concordance, encore une fois, jusqu'à un certain point, parce que je pense aussi qu'il y a des formes de conflictualité qui sont parfois indépassables, dans un premier temps en tout cas. Puis après, je crois qu'il ne faut pas non plus se priver de s'adapter à l'évolution des choses. Donc, il y a 8 ans, j'ai mis en place des politiques en faveur de la mixité homme-femme, des politiques de lutte contre le sexisme. On est dans le BTP, je vous rappelle. Donc, voilà, comment faire à partir du moment où on recrute des femmes pour qu'elles se sentent bien dans l'environnement, pour qu'elles restent, y compris quand elles sont seules, avec un environnement très masculin. Et puis, très récemment, et même si le terme « vivre ensemble » est peut-être un peu galvaudé, j'ai complètement repositionné le discours et juste au réseau en faveur de la place des femmes qui existait, sur un réseau du bien vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que j'ai senti dans l'entreprise ce qu'on appelle la gender fatigue, qui est un mot qui est apparu. Les femmes en avaient marre qu'on fasse un focus sur les femmes. Les hommes en avaient marre qu'il n'y en ait que pour les femmes. Je caricature, hein, mais c'est un petit peu ce que je ressentais. Et le fait de repositionner notre réseau, qui était initialement en faveur de la place des femmes, sur le bien vivre ensemble, et d'adresser plus largement le sujet, a permis d'avoir un discours différent et peut-être plus acceptable, difficile à mesurer là aussi, mais quand même ce qui m'est remonté, c'est que c'était bien d'être plutôt sur le bien vivre ensemble, et même notamment des femmes m'ont dit voilà, c'est bien d'arrêter de parler un peu des femmes et de parler des autres sujets et de ce qui peut fâcher par ailleurs, notamment l'homophobie, notamment les thématiques liées même à l'insertion, enfin voilà, mais d'aborder aussi d'autres sujets par ce prisme. Et simplement pour revenir, on parlait de conflictualité et d'acceptation. Tout le monde ne met pas non plus la même chose derrière les mots. On évoquait le manager inclusif. Bien sûr, on met en place des formations pour faire de nos managers des managers inclusifs, mais qu'est-ce que ça veut dire un manager inclusif ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot et sur quoi on travaille précisément
pour que nos managers soient plus inclusifs. Et pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que quand on a lancé ce réseau du bien vivre ensemble, la première conférence que j'ai organisée, c'était sur le thème « Ça veut dire quoi, bien vivre ensemble ?» Et on s'aperçoit à ce moment-là à quel point chacun met des choses différentes derrière cette thématique. Et le fait de mieux comprendre ce qu'il y a, alors par grande maille, hein, on ne peut pas rentrer dans le détail de chacun avec 30 000 collaborateurs, mais ça donne de grands axes de travail et qui peuvent évoluer avec le temps. Et je crois que c'est important d'accepter cette évolution et de repositionner le discours. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on réfléchisse ensemble finalement aux conditions à réunir pour réussir à évaluer cette mesure et puis repartir un petit peu sur... donc là, on a parlé de la posture, mais maintenant de la méthode qui a émergé de ce groupe de travail. Peut-être, en régie, si vous pouvez nous remettre sur le PowerPoint où on présente les 5 étapes pour que tout le monde puisse les visualiser. La première, c'est le fait de problématiser en fait et de se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, à quel problème est-ce qu'on cherche à répondre. J'ai beaucoup aimé la précaution qui est prise dans le livre à expliquer que, donc là on a notre enquêtrice qui se lance finalement dans cette méthode, dans ces étapes. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que ce n'est pas du tout la même chose de chercher à évaluer un impact d'une politique qui est déjà existante et qu'on n'a pas forcément déployée par rapport à celle de on est en train de déployer telle ou telle action et donc on va pouvoir appliquer cette démarche. Vincent Arnaud, peut-être pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller évaluer l'impact d'une action à laquelle on n'a pas pris part au début? Parce que finalement, on ne sait pas très bien pourquoi, justement. On a perdu un petit peu ses causes, ses raisons, justement, tout ce travail d'explicitation dont je parlais, quand on prend le train en route, finalement, on ne l'a pas forcément. Et donc, vu qu'on ne l'a pas forcément, on n'a pas forcément les points sur lesquels on sait qu'on veut... Excusez-moi. Qu'on veut s'améliorer, etc. Et donc, effectivement, c'est plus facile quand c'est sa politique, c'est nous qui l'avons construite, c'est vous qui l'avez construite, vous savez pourquoi, voilà. Je pense sinon qu'il y a un travail, on a utilisé le mot peut-être un peu snob, de quasi-archéologie à faire, c'est-à-dire de retrouver, voilà, je reprends un dispositif en route, je reprends un dispositif, je ne sais pas, de partenariat avec des grandes écoles pour féminiser notre main-d'œuvre, etc. Pourquoi ça a été fait? Pourquoi à ce moment-là ça a été fait? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Dans quel contexte? C'était quoi l'enjeu à ce moment-là? C'était quoi le constat? Ça demande un peu de fouiller, c'est-à-dire l'enquêteur, le sociologue en tout cas, il fait des entretiens, il traite des chiffres et puis il va aussi parfois voir un peu les archives, regarder, je ne sais pas, des comptes rendus, etc., qui permettent de retrouver les traces. C'est aussi assez excitant. Mais en tout cas, je ne pense pas, encore une fois, qu'on puisse faire une évaluation de l'impact si on ne sait pas quel impact on cherche à évaluer, c'est-à-dire quel problème, c'est-à-dire quelle situation, pourquoi cette situation, comment elle se décrit, comment elle s'objective, comment elle se factualise. Est-ce que c'est des chiffres, est-ce que c'est des verbatim, est-ce que c'est d'autres choses, des plaintes, etc. Et qu'est-ce qui fait problème dans le problème? Est-ce que c'est un problème de justice sociale? Est-ce que c'est un problème d'efficacité économique? Est-ce que c'est un problème de droit? Et je pense qu'on n'agit pas de la même façon, pas avec les mêmes impératifs, pas avec les mêmes temporalités non plus. Si on a un problème juridique ou si c'est un problème plus de visée à long terme, on ne va pas rechercher exactement la même chose. C'est pas la même chose de vouloir inclure des personnes en situation de handicap parce qu'il y a une obligation d'emploi ou parce qu'on veut être une entreprise inclusive avec des vraies possibilités de développement professionnel. Et donc, selon l'objectif, on ne calibre pas finalement le dispositif de la même façon et on ne calibre pas l'évaluation de la même façon. Donc voilà, quelle que soit la façon dont ça se fait, le contexte qui a précédé avant ou pas, au moment où on dit il va falloir évaluer, il faut savoir le problème qu'on cherche à évaluer. Il faut connaître le point de départ pour voir si le point d'arrivée est éloigné du point de départ, s'il est du bon côté, etc., etc. Il faut savoir se repérer finalement sur une carte des objectifs et des finalités. Et puis dans cette étape de problématiser, moi j'y vois aussi un autre avantage.
c'est que parfois, quand on cherche à mettre en place des démarches de diversité, d'équité et d'inclusion, on a sans cesse l'impression, enfin j'ai sans cesse l'impression qu'on doit convaincre les autres. On doit convaincre notre direction, on doit convaincre nos collègues, on doit convaincre nos autres parties prenantes, on doit convaincre les managers. Et du coup, on est dans cette espèce parfois de combat, de valeurs presque, où en fait c'est perdu d'avance. Parce que si on est sur un truc de valeur, la situation dans laquelle moi je mets de la valeur, c'est celle-ci, mon collègue ou ma collègue ne voit pas le problème. Ok, si on reste là, en fait, on va passer des heures et des heures et des heures à essayer de se convaincre que moi, je vais essayer de convaincre la personne que c'est un problème, et elle va juste voir en moi quelqu'un qui est presque militante en fait en interne. Problématiser pour moi avec des chiffres. Alors certes, dans le bouquin, c'est décrit. On peut problématiser et quantifier à partir de vécu. Enfin, ça, je vous laisserai chacun et chacune lire. Mais problématiser, c'est aussi dépassionner le débat. C'est de dire, tu as peut-être ton avis sur la question, j'ai peut-être mon avis sur la question, mais la situation qu'on a en face, elle pose problème collectivement pour notre organisation sur ça, ça, ça et ça. Et vraiment, ça fait baisser, je trouve, le niveau de tension d'un coup. Et je repense à ce que tu disais aussi, quand on est dans des boîtes où les gens ont des backgrounds très scientifiques, c'est des arguments qui permettent de dépassionner et qui permettent de faire redescendre le débat sur un truc très réaliste, très pragmatique. La situation, c'est celle-là. Tu as le droit d'avoir un avis, j'ai le droit d'avoir un avis, mais le problème, il est là, et la direction vers laquelle on va, c'est ça. Enfin, moi, j'y vois vraiment un intérêt tranquille, quoi, de dépassionner. Juste pour rebondir en un demi-mot, je trouve que le terme problématiser collectivement, il est très très important. C'est effectivement que tout notre guide, c'est pas dire le professionnel de la diversité dans son bureau fait ça, dit c'est ça le problème, fait tout seul, etc. C'est impossible et ça peut pas être porté. Donc effectivement, moi je suis convaincu que ce travail il est effectivement initié par le professionnel de la diversité, parce que c'est un professionnel, parce que c'est lui qui connaît mieux les questions, etc. Mais que c'est bien une problématisation collective, de la même façon qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, je pense que ça doit être une enquête collective, c'est-à-dire qui va impliquer les acteurs qui sont sur le terrain, qui ont des compétences, qui sont des sources de remontée d'informations, et qu'on ne peut pas... tout seul enquêter une organisation de 1000, 5000 ou 10 000 salariés, quoi. C'est pas humain. Passons peut-être justement à ce sujet de créer une communauté d'enquêteurs et d'enquêtrices. Tu l'as dit, Vincent Arnaud, ça répond vraiment à des contraintes aussi très, très techniques. Toi, Chloé, tu me disais que c'était important de s'entourer de personnes qui étaient... qu'on va former, à observer, etc., mais pas forcément des personnes qui ont le même avis que nous, les mêmes convictions. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et en quoi est-ce que finalement ça va être une richesse et un enjeu ? En repréparant tout à l'heure, j'ai noté sur ma petite feuille... pour moi, les enquêteurs et les enquêtrices, ce sont les personnes, comme tu disais, Vincent Arnaud, qui vont être sur le terrain et qui vont nous remonter, quand c'est pas possible, que ce soit uniquement les personnes qui sont en charge de la DINA et de le faire, qui vont nous remonter ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les actions qu'on a mises en place ont les effets escomptés ou pas ? Est-ce que les limites des actions qu'on a mises en place sont bien celles qu'on a identifiées ? Et est-ce que par hasard, ce serait pas super que notre action ait d'autres conséquences positives qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de s'entourer d'un réseau d'enquêteurs et d'enquêtrices qui est lui aussi le plus divers possible face aux problèmes qu'on est en train d'essayer de résoudre. Donc bien évidemment des personnes concernées, ça me semble un peu, j'ouvre une porte qui est déjà grande ouverte, quoi, mais voilà. Mais aussi, je trouve intéressant d'associer à ça des gens qui sont un petit peu réticents, parce que ça permet de les engager. Tanguy, tu l'as dit aussi, cette méthode d'enquête,
Elle permet d'engager par l'action, sur le terrain, par la réalité, vraiment un pragmatisme, tout un tas de communautés en fait en interne. Donc intégrer des gens qui sont au départ un peu réticents, c'est sûr que pour la personne qui porte le projet, on sue un peu plus, on transpire un peu, il faut expliquer plus, il faut être beaucoup plus pédagogue. Ces personnes-là, elles vont probablement mettre la lumière sur des angles morts qu'on connaît bien évidemment, mais qu'on choisit de ne pas voir quand on est entre personnes absolument convaincues. Mais pour moi, c'est plus difficile, mais par contre, ce qui va sortir est beaucoup plus efficace parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir solutionné des choses qu'on n'aurait pas vu venir. Et puis, je dirais aussi dans ce réseau d'enquêteurs et d'enquêtrices, je trouve ça intéressant d'y introduire d'autres personnes qui sont plus ou moins indirectement concernées. Et je pense beaucoup à la strate des managers intermédiaires qui sont extrêmement secoués dans ces démarches D&I et qui, malheureusement, je trouve, sont souvent intégrés à la fin en disant « Ah, au fait, puis ça, va falloir changer, ça et ça », et qui, du coup, parfois, sont un peu pris entre le marteau et l'enclume de tout un tas de trucs qu'on leur demande de changer et un quotidien qui est de plus en plus chargé avec des décisions à prendre dans des temps records. Donc je trouve que ce réseau d'enquêteurs et d'enquêtrices, ça vaut le coup de prendre beaucoup de temps pour le constituer et qu'il soit aussi divers que possible, même si peut-être le temps de l'enquête va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà. Pascal ? Alors, je suis absolument convaincue que les réseaux sont un facteur clé de succès de toutes les politiques D&I. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'on est responsable, directeur, peu importe, de la D&I, généralement rattaché à la DRH, en haut, au siège. Et en fonction du nombre de strates et du nombre de collaborateurs que vous avez en dessous, plus l'entreprise est grosse, plus vous êtes loin du terrain, et plus les politiques que vous définissez en haut lieu ont assez peu de chances de percoler sur le terrain, comme on dit chez nous. Donc oui, absolument, pour le réseau d'enquêteurs, enquêtrices, moi j'en verrai plusieurs. Le premier niveau, ce sont mes référents D&I que j'ai dans chacune des structures que j'anime bien sûr avec des comités, mais qui, alors, avantage, sont tous biberonnés aux politiques D&I, mais qui sont tous RH et qui sont tous un petit peu sur le même modèle. Donc j'en ai besoin, cela, ça fonctionne très bien. Après, le deuxième réseau que j'ai mis en place, chronologiquement, c'est celui de tous les référents agissements sexistes et harcèlement, quand la loi nous a demandé d'en nommer. C'est bien beau d'en nommer, mais si on se contente de les nommer et qu'on ne fait rien d'autre, ça ne fonctionne pas. Donc on a nommé, on a fait former, et aujourd'hui, j'anime. Et c'est une communauté de 50 et quelques personnes, mais qui est extrêmement précieuse. Pourquoi ? Parce que pour le coup, la base du volontariat, donc bien sûr, il y a des RH, mais pas que, il y a des gens de tous les métiers, et en plus côté CSE, j'ai des chauffeurs, des conducteurs d'engins, des responsables QSE, voilà. Et là, on voit que déjà, on a une puissance d'enquête sur tout ce qu'on lance et des remontées qui sont très différentes, des perceptions qui sont différentes, et tout ça vient nourrir les résultats des différentes démarches qu'on lance. Après, il y a d'autres réseaux, et là je reviendrai sur mon fameux réseau du bien vivre ensemble, qui est riche d'une quasiment 600 personnes aujourd'hui, sur la base du volontariat et de gens qui probablement à un moment donné ont un intérêt aux politiques qu'on déploie. Et aujourd'hui, ce réseau est le meilleur vecteur de communication que j'ai. C'est-à-dire que quand je pousse des communications, j'ai mon intranet qui monte en flèche sur la page concernée. Et donc là, je me dis, ça marche. Et je les incite de plus en plus à me remonter de l'information. À me remonter de l'information sur la perception, sur ce qui est compris, sur ce qui n'est pas compris, sur ce que les gens pensent. Et en fait, ça prend un temps colossal d'animer tous ces réseaux, mais c'est d'une puissance extraordinaire. Et c'est notamment un des moyens de mesurer l'impact des politiques qu'on déploie. Je pense que tu as bien fait également effectivement de citer... de citer les CSE, qui est un acteur, je pense qu'on aurait pu y accorder un peu plus de place dans l'ouvrage. Effectivement, pour moi, ces politiques peuvent, quand c'est possible, hein, bien sûr, être des objets de dialogue social. Et même si c'est conflictuel, ou justement parce que c'est conflictuel, je ne sais pas,
Il ne faut pas oublier que les institutions représentatives du personnel ont des pouvoirs d'enquête d'ailleurs qui leur sont propres, des droits d'alerte, des droits à l'expertise, etc., qui peuvent être utilisés dans la conflictualité, mais également dans la coopération, selon les contextes, et que, bien sûr, même si ça a un peu changé depuis le CSE, donc depuis 2018, dans les grosses entreprises, les représentants du personnel sont aussi des acteurs qui ont des présences sur le terrain, qui vont faire des visites de bureaux, même si c'est plus compliqué avec le télétravail, mais de bureaux, d'ateliers, etc. Et donc, qui peuvent être des bonnes, je pense, antennes pour faire remonter un certain nombre de choses. Des antennes et des alliés. Ça ne marche pas tout le temps, mais moi, j'essaie le plus possible de les intégrer, de leur donner les communications en amont et de m'en faire des alliés. Parce que souvent, les politiques qu'on porte quand même au titre des D&I sont des politiques plutôt positives et plutôt, voilà, et dont ils sont, qui les intéressent. Et essayer d'en faire des alliés, encore une fois, ça ne marche pas tout le temps, mais de plus en plus, on travaille ensemble et c'est extrêmement puissant aussi. Je voudrais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire, Vincent Arnaud, qui me paraît clé. Tu as parlé de conflictualité et de coopération, et pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Enfin, on déploie tous et toutes dans nos organisations des démarches d'intelligence collective, de facilitation, peu importe comment on les appelle. Et pour moi, c'est ça, coopérer ensemble. Mais conflictualité et coopération, c'est la même chose, en fait. Une démarche de coopération sur les enjeux d'I&I, un process, un projet dans lequel, à aucun moment, il y aurait eu un moment conflictuel, dans le sens, il y a un écart. Voilà, on sent un écart. Pour moi, ça veut dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à créer un espace assez safe pour que ces conflictualités-là, elles s'expriment, parce qu'elles sont là, on le sait toutes. Enfin, quand on démarre des projets de D&I, ces conflictualités, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Enfin, on sait tous qu'elles sont là. Vraiment, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de laisser la juste place à ces moments-là de conflictualité. Vous voulez réagir? Je ne veux pas vous... Non. En un mot, je suis totalement d'accord. C'est quelque chose sur lequel les sociologues ont beaucoup insisté. Le conflit, c'est une forme de lien social et qui peut être destructeur dans certains cas, mais qui est aussi une façon de se parler, d'échanger des arguments, de redistribuer les choses. Donc c'est pour ça qu'on a insisté, qu'on était d'accord sur cette notion de conflictualité qui est, je pense, inhérente. Tu l'as dit, hein, c'est aborder les politiques de D&I sans conflictualité, c'est qu'on est à peu près sûr qu'on fait un peu du washing, quoi, ou qu'on ne va pas dans le cœur des problématiques. Merci beaucoup pour ces... Je trouve que c'est vraiment hyper éclairant comme apport. Pour finir cette séquence sur la méthode, je voudrais... Alors évidemment, on n'a pas tout couvert, mais arriver sur ce point final, pas si final que ça, de l'évaluation et de ce qui se passe finalement si on arrive ou pas à vérifier les hypothèses qu'on avait formulées sur le point 2. Chloé, Pascal, alors c'est un ouvrage qui vient de sortir, donc peut-être que vous avez déjà déployé cette méthode, mais sinon, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous questionner finalement sur cet impact-là et comment est-ce que, par exemple, on appréhende le fait qu'on n'a pas forcément atteint l'impact qu'on attendait, ou alors c'est un impact différent? Je pense que la première question à se poser, si à la fin, en tout cas d'un premier tour, de cette boucle, on n'est pas au niveau où on attendait, la première question à se poser, c'est pas du tout se flageller, mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas anticipées? Et parmi ces choses qu'on n'a pas anticipées, il y a peut-être juste des trucs qui nous sont tombés dessus comme ça, et sur lesquels, de toute manière, qu'on n'aurait pas pu anticiper. Ça, c'est... Voilà. Et puis peut-être aussi, si on se rend compte qu'il y a des choses qui ont dérivé, qui nous ont fait dériver de l'objectif final, qu'on n'a pas anticipé, mais qu'on aurait pu anticiper, l'idée, c'est de se dire comment je fais à la prochaine, au prochain tour de boucle pour pouvoir anticiper ça. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas inclus une partie prenante? Est-ce que j'ai oublié d'inclure une partie prenante là-dedans? Est-ce que j'ai oublié un enjeu? Voilà, c'est juste
c'est OK, ça peut arriver, mais c'est de se dire surtout comment je fais pour que ça ne revienne pas la fois d'après, quoi. Je crois que le retour d'expérience, effectivement, et le temps de l'analyse, on a beaucoup parlé du temps long et de la nécessité de prendre du temps et d'accepter le fait de tâtonner. C'est quelque chose d'essentiel. Donc oui, bien sûr, on essaie de mesurer, parce que c'est notre culture de mesurer. Je disais tout à l'heure, en rigolant, chez nous, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, hein, en gros. Donc voilà, bien sûr, il y a ce besoin de mesurer. Mais on peut alors s'appuyer sur des chiffres, parce que c'est probablement le plus facile, mais à chaque fois ne pas se limiter aux chiffres. C'est-à-dire que oui, il y a un pourcentage de femmes, il y a un pourcentage de démissions qu'on peut mettre en regard du nombre d'embauches, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche réellement? Est-ce que c'est juste un recrutement et on mesure le recrutement versus les démissions? Ça ne me paraît pas très intéressant, mais c'est prendre le temps, au-delà des chiffres, d'expliciter les autres aspects, ce qu'on ne voit pas nécessairement, encore une fois en s'adaptant autant que faire se peut au public que l'on a en face, pour dire que le recrutement stricto sensu ne suffit pas. Une fois qu'on a recruté, qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être au travail? J'ai la chance de porter les deux sujets et en fait je me sers beaucoup de l'un et de l'autre en les associant. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien dans l'entreprise, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pour qu'ils aient envie d'y rester? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'à certains endroits, on note des démissions? Le chiffre, c'est une chose. Comprendre le pourquoi, c'en est une autre. Et moi, dans les analyses que je fais et dans les restitutions que je fais, il y a le chiffre et puis il y a tout ce qui va avec et tout ce à quoi on ne pense pas nécessairement. Et je reviens à cette notion de pédagogie sur les sujets qu'on porte et sur le fait qu'on ne peut pas s'arrêter à un nombre de recrutements, mais qu'il faut aller au-delà dans l'analyse et comprendre très largement ce qui fait que dans l'entreprise, dans le contexte dans lequel on est, ça marche pas. Une conjoncture, un contexte géographique, un contexte managérial, ne l'occultons pas. Et là, quand on commence à regarder de manière un peu plus précise, il y a des choses qui peuvent poindre. Et je crois que cette dimension analyse est absolument fondamentale, et en amont et en aval. Et c'est pour ça que nous, on a parlé d'objectiver au-delà de mesurer. C'est, je pense, comme dans les sciences, encore une fois, comme dans les sciences sociales, évidemment, on a énormément recours aux chiffres, à la mesure, à la statistique. On fait des croisements, on utilise des méthodes statistiques très, très pointues. Mais aujourd'hui, le terme à la mode, c'est les méthodes mixtes, c'est-à-dire des méthodes qui vont en même temps avoir tout cet appareillage statistique qui va montrer des liens entre des relations. Mais on va aussi aller faire des entretiens, on va aller observer ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est ça aussi qui va donner finalement un moment du sens à ce qu'on voit. Si vous voyez effectivement une hausse du recrutement de femmes, super, mais effectivement, pourquoi? Qu'est-ce qui a marché? Et surtout, qu'est-ce qui est nécessaire après pour qu'elles restent, pour qu'elles aient des projections de carrière, etc., etc. Ça, le simple chiffre et même le baromètre, parce qu'on est un peu critique vers certains usages un peu trop généraux du baromètre, le chiffre apporte peu d'informations. À un moment, il faut aller parler aux gens. À un moment, il faut aller faire ce qu'on appelle des entretiens. Il faut avoir des verbatims. Il faut comprendre pourquoi les gens partent. Est-ce que si les femmes ou les personnes d'origine étrangère ou racisée partent, c'est parce qu'il y a une ambiance délétère, parce qu'il y a des petites blagues qui n'en sont pas, etc., etc. Et vraiment, c'est une complémentarité. J'insiste, méthode mixte aujourd'hui. On a beaucoup eu et on l'a encore d'ailleurs, cette fétichisation du chiffre. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Le chiffre, c'est pas nouveau d'ailleurs. On parlait de quantophrénie à un moment en sciences sociales. On en revient parce qu'on sait qu'encore une fois, c'est pas du tout une critique pour dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, etc. C'est très important d'avoir des statistiques, c'est très important d'avoir des chiffres, mais c'est très important d'avoir aussi des verbatims, des témoignages, d'aller voir des comptes rendus de comment ça se passe au quotidien. On peut avoir de l'imagination aussi d'ailleurs sur les méthodes, c'est ça aussi qui est excitant, mais c'est là que va se jouer une évaluation beaucoup plus fine que de dire ok, ça marchait plus ou moins.
C'est la partie dans l'ouvrage qui s'appelle « Des chiffres et des lettres », si je ne me trompe pas, donc c'est un titre très bien choisi. Aimé le jeu de mots. À la fin de l'ouvrage, on a un point sur la CSRD, donc qui est assez structurante pour nombre d'organisations aujourd'hui. D'ailleurs, on espère que ça va parce qu'on sait que c'est pas un sujet très très simple. C'est pas ce sur quoi je voulais mettre l'accent pour finir ces échanges, mais plutôt sur l'attention qui est portée au fait de mesurer les discriminations raciales au travail qui arrivent à la fin de l'ouvrage. Pourquoi est-ce que c'était important ? Alors, Vincent Arnaud, Chloé, vous l'avez vraiment inclus dans ça, mais pourquoi est-ce que c'était important finalement d'apporter, de traiter ce sujet-là dans un ouvrage sur l'impact ? Et puis, Chloé, Pascal, quelle forme est-ce que ça prend aussi dans vos organisations ? C'était important tout simplement parce que ça reste le grand absent, c'est-à-dire les politiques de diversité sont parties de cette question dans les années 2003-2004, et comme l'ont montré un certain nombre de travaux, c'est une question que je dis on très collectivement, on n'a pas su affronter, alors pour des raisons techniques, pour des raisons légales peut-être, pour des raisons politiques, symboliques, etc. On pourrait en parler plus longtemps et plus qu'on l'a fait dans cet ouvrage. Ce qu'on voulait rappeler, mon collègue Malik Amila aurait pu vous en parler plus précisément, c'est qu'il y a des manières de faire, il y a des manières de mesurer la diversité ethno-raciale, ou quelle que soit la façon qu'on l'appelle. Il y a des questionnaires qui existent, il y a la phrase « les statistiques ethniques sont interdites en France » est un raccourci. Il y a une contrainte légale, il y a un encadrement, mais il y a aussi des exceptions, il y a aussi des possibilités, il y a aussi des possibilités de poser les questions de telle sorte qu'on n'identifie pas l'origine de la personne, mais qu'elle s'identifie comme une possible victime de discrimination. Et il y a une réflexion foisonnante aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis, on va dire, la fin des années 90, qui revient, qui repart, qui revient. En ce moment, il y a tout un ensemble d'acteurs qui expérimentent, qui tentent. On a eu une intervention d'ISM Quorum, d'un acteur, de Fabrice Foroni de ISM Quorum, qui est une association qui fait de l'analyse patronymique et du testing. Voilà, c'est de la statistique ethnique et c'est passionnant. Ils peuvent voir des choses que beaucoup d'autres quand ils sont appelés à intervenir, ils peuvent mettre en avant des choses que d'autres ne voient pas. Tout en étant dans le cadre de la loi, de la RGPD, etc., etc. Donc, on voulait insister parce que c'est toujours un peu, l'éléphant dans la pièce, mais en même temps, on le voit pas. Voilà, il faut, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, il faut agir et il y a les moyens d'agir, même si c'est peut-être encore plus expérimental que l'expérimentation dont on est en train de parler. Moi, je dirais que sur ce sujet, le fait que les statistiques, la phrase PAGIC, là, les statistiques sont interdites en France, j'irais même plus loin. Moi, je pense que c'est pratiquement un alibi pour ne pas s'en occuper. Parce qu'on sait, comme tu l'as dit, que la symbolique de ce sujet, elle est énorme. Et quand je dis on, je pense qu'on est beaucoup dans les entreprises. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, quoi. Et c'est souvent un sujet... On ne sait pas par quel bout l'attaquer, quoi. C'est un sujet qui est tellement symbolique, qui est tellement intime pour les personnes concernées, qui va toucher l'ensemble des dimensions de leur vie. On ne sait pas par quel bout l'attaquer. C'est vraiment un truc... et oui, c'est le grand absent. Et pourtant, c'est le grand absent. Et pourtant, c'est l'éléphant dans la pièce de tout un tas de choses. Donc, je pense que c'était très important pas de le solutionner, mais de dire... Il y a quelque chose dont on sait toutes et tous qu'il est là, et on ne sait pas trop comment y aller, mais on sait qu'il va falloir y aller. C'est plutôt de visibiliser quelque chose qui existe et qu'on a du mal à appréhender, quoi. En un mot, si des entreprises veulent se lancer sur la question, je suis sûr qu'il y aurait des sociologues très ravis d'observer et de vous accompagner. Alors effectivement, on ne sait pas comment y aller. Voilà. Donc nous, on n'y est pas encore allé. On a, dans un groupe international, il se trouve qu'on a diverses cultures et qu'en comité RH, on a un DRH américain qui, lui, compte. Voilà. Donc les approches sont différentes et ça nous tire souvent vers le haut. La logique dans laquelle on est plutôt aujourd'hui, c'est d'essayer de mixer nos populations France et internationales, et donc qu'il y ait davantage de mobilité qui se fasse à travers le monde, ce qui nous permettrait de mixer aussi davantage les origines à tous les niveaux.
mais on n'y est pas encore. Voilà, on n'a pas encore pris le sujet vraiment à bras-le-corps. Merci. On arrive sur la fin de cette table ronde. On va pouvoir ouvrir les questions aux personnes dans la salle. Avant ça, est-ce que peut-être chacune, vous pouvez nous dire ce que vous voudriez que les personnes qui nous ont écoutés retiennent finalement sur le sujet de l'impact? On commence par Vincent Arnaud quand même. Comme ça, pas de souci pour... Ça, on aurait pu être préparé à cette question. Non, mais en fait, j'ai déjà dit. Je pense que j'ai dit, grâce à la discussion que j'ai eue avec Pascal avant, qui me demandait qu'est-ce qu'on en retient finalement. On en retient la nécessité d'expliciter. On en retient, ou c'est ce que j'en retiens, une nécessité d'être réflexif, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on le fait de cette façon et pas d'une autre. Et je pense qu'à partir du moment où on a ce travail, mais qui était déjà évidemment là, hein, je ne dis pas qu'on réinvente non plus la roue, mais je pense que, ou on réinvente la roue, mais je pense que c'est important de le poser comme principe, cette nécessité toujours d'ouvrir, de savoir pourquoi on fait ça, est-ce qu'on pourrait le faire autrement, ouvrir les possibles également, déroutiniser. Alors moi je dirais deux choses. Ne pas essayer de copier des choses qui ont déjà été faites ailleurs sans comprendre le pourquoi du comment. Et l'aspect terrain, quoi. La réalité, le pragmatisme. Et ce qui compte, c'est uniquement ce qui se passe sur le terrain, rien d'autre. Je ne peux que te rejoindre. Alors, moi, je dirais deux choses. Au départ, quand je me suis approprié le livre, je me suis dit un petit peu l'ouverture, évidemment, mais parce que, encore une fois, moi, j'ai créé ce poste et que si je n'avais pas fait preuve d'ouverture et d'humilité, j'y serais jamais arrivée dans un contexte que je ne connaissais pas, une entreprise que je ne connaissais pas, parce que j'ai intégré Colas et j'ai pris le poste. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout non plus l'entreprise. L'ouverture, oui, à notre niveau responsable d'INI, mais surtout convaincre nos interlocuteurs, notamment en amont, mais même en aval, nos réseaux, etc., qu'on a le droit à, je dirais pas à l'erreur, mais le droit à tester des solutions, le droit de ne pas avoir la bonne réponse tout de suite, le droit d'essayer des choses, le droit, c'est pas une science exacte. Voilà, et faire beaucoup de pédagogie, pour rejoindre ce que disait Vincent Arnaud aussi, de la pédagogie sur, c'est un métier qui ne relève pas d'une science exacte, où on a le droit de tester des choses, on a le droit de modifier ses trajectoires, la société évolue, l'entreprise évolue, les lois évoluent, et on s'adapte en permanence. Et donc, ça, vraiment, il faut faire beaucoup de pédagogie là-dessus. C'est un droit qu'on a de chercher la bonne solution. Et puis, vraiment, s'appuyer sur les réseaux, le terrain. J'ai parlé des réseaux officiels qu'on a dans l'entreprise, mais les personnes qui sont concernées, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes en insertion, sont des capteurs extraordinaires des politiques qu'on met en place, du pourquoi ça marche, du pourquoi ça ne marche pas. Et l'écoute, pour moi, est quelque chose d'essentiel dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Bonjour, Stéphane Duhart, coach professionnel et surtout très impliqué sur les questions de diversité et d'inclusion. J'avais envie d'abord de vous... Merci beaucoup pour vos témoignages. Je retiens 2-3 points que j'aimerais d'abord souligner. La nécessité de s'inscrire dans un temps long en matière de politique de diversité et d'inclusion, d'intégrer, et ça je pense que c'est vrai, c'est très important, les parties prenantes et en particulier les syndicats et les managers de proximité dans l'approche d'INI. La nécessité aussi qu'il y ait une vraie volonté managériale des dirigeants et qu'elle soit vraiment incarnée. Mais en termes d'impact, moi j'avais aussi envie de vous entendre sur la communication externe. Parce qu'en fait, là, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai échangé avec une responsable d'INI qui me disait, en termes d'inclusion, surtout dans le domaine du handicap, tant que finalement on n'aura pas pu déployer véritablement cette politique, on ne communiquera pas vers l'extérieur. Et pour moi, ça pose une vraie question, c'est de savoir à quel moment est-ce que les entreprises prennent la parole vers l'extérieur pour, je dirais, créer un véritable élan, et notamment en termes d'inclusion. On parlait tout à l'heure des Jeux paralympiques.
je crois que c'est un véritable... voilà, enfin, il faut s'en saisir. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, mon point de vue, c'est que l'entreprise, dès qu'elle agit, notamment dans le domaine du handicap, elle se doit de communiquer vers l'extérieur. C'est une question clé pour moi, la question de la communication sur toutes ces démarches-là. Je réfléchis. Ma position, ce sera toujours celle de communiquer sur ce qu'on fait, pas sur ce qu'on a prévu de faire, là où on pense où on va être dans 1000 ans, mais vraiment de communiquer sur ce qu'on fait concrètement, avec qui on l'a fait, et c'était quoi notre intention quand on a fait ça. Je prends un exemple. C'est pas sur la question du handicap, mais c'est sur un autre sujet. Nous, quand on déploie des fresques de la diversité pour l'ensemble de nos staffs, l'ensemble de nos étudiants de première année, quand on communique sur les réseaux, mes consignes que je donne au service communication, c'est surtout mollo quand on communique là-dessus. On dit, on fait ça, pourquoi ? Pour sensibiliser. Voilà. Et planter des graines dans les têtes des gens qui ont participé. Mais l'idée, c'est vraiment, pour moi, toujours de dire, cette action-là, elle s'inscrit dans tel cadre, l'objectif, c'était ça. Est-ce que un exemple, par exemple, de communication sur ce sujet-là qui serait raté, pour moi, ce serait de dire... voilà, on a tout gagné, c'est bon, l'école va être 100% inclusive dans l'ensemble de ses dimensions. Regardez, on a sensibilisé des gens. Vraiment, je suis d'accord avec vous sur le fait de communiquer, mais je te regarde, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est le risque réputationnel d'une entreprise quand on commence à communiquer là-dessus, c'est quelque chose qu'on manipule tous les jours au quotidien. Et puis toi, je sais que tu as des compétences très fortes, beaucoup plus que moi probablement en communication. Et voilà, moi, ma préco, ce serait... on communique uniquement sur ce qu'on fait, c'est tout, et en étant très transparent sur pourquoi on le faisait. Alors, merci pour cette belle question. Moi, effectivement, alors je vous disais que j'avais un autre métier avant. J'ai été pendant 20 ans directrice de la communication. Donc, je suis passée de la communication au RH et de la com sur les sujets diversité à je prends en main les sujets diversité. J'ai une première réaction par rapport à ça. Ça fait très longtemps que je suis intimement convaincue qu'il n'y a plus de communication interne, de communication externe, qu'il n'y a plus de frontières entre les deux, notamment du fait des réseaux sociaux, que nos parties prenantes externes sont déjà nos collaborateurs. Moi, j'en ai 30 000 en France, un grand nombre qui me suivent sur LinkedIn, etc. Et donc, je ne fais quasiment pas de distinguo entre les deux. Ce qui me semble important, c'est effectivement, Chloé, tu le disais, de donner à voir en externe ce qu'on fait de manière très concrète et surtout pourquoi on le fait. Dire qu'on organise ceci ou cela, c'est bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire pourquoi je le fais, pourquoi ça me semble important, qu'est-ce que j'en attends. Aujourd'hui, on est une entreprise qui a du mal à recruter. Le BTP a été très décrié et je ne vais pas faire l'article maintenant, mais moi, j'ai un vrai besoin de communiquer sur qui on est, sur ce qu'on organise, sur le fait qu'on accueille tout le monde et sur le fait que les gens pourraient venir voir par eux-mêmes ce que c'est vraiment que le BTP. C'est aussi pour ça que je communique en externe. Mais encore une fois, parce que mes collaborateurs sont mes premières parties prenantes externes. Donc attention à ce qu'on dit, mais je ne vois pas pourquoi je ferais des choses qui en interne me rendent fière, des choses auxquelles je crois, et pourquoi je ne pourrais pas aussi le valoriser en externe. Donc je suis extrêmement vigilante aux termes que j'emploie sur ce que je dis, etc. Mais parce que j'ai 20 ans de communication derrière moi, que c'est un réflexe. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris, et a fortiori sur nos sujets de D&I, que si on ne parle pas de ce qu'on fait, si on n'en assure pas la valorisation, j'aime pas le mot de promotion, mais voilà, la valorisation, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, mais ce qui ne se voit pas n'existe pas non plus. Et donc, ce qu'on fait, il faut en parler, il faut faire en sorte que les gens en parlent, il faut le valoriser et lui vraiment que ça contribue à l'image des politiques qu'on lance. Moi, j'avais une question. Bonjour, Maya Agès, je suis la déléguée générale de la FMD. J'avais une question à la lecture du livre. Est-ce que vous vous êtes pas dit que ça avait l'air énorme, un travail gigantesque, que vous aviez déjà trop de travail, comment vous alliez faire pour mettre en place cette méthode alors que vous êtes déjà peut-être un peu
essoufflé. Vous avez dit que vous passiez beaucoup de temps à convaincre. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire pour pas que les gens se démotivent pour mettre en place cette super méthode par l'enquête? On n'a pas le choix. Je dirais, je pense, si on faisait un sondage dans cette salle à main levée, je pense qu'on a tous cette préoccupation de mesurer l'impact et l'efficacité de nos politiques, de nos démarches, de tout ce qu'on lance. Donc après, effectivement, ce en quoi l'ouvrage est intéressant, c'est que ça donne des clés. Parfois des choses qu'on avait vaguement en tête, mais c'est bien de le relire, c'est bien de le revoir, et ça ouvre d'autres portes, d'autres manières de faire. Et en cela, je trouve que c'est à la fois rassurant par rapport à ce qu'on savait ou à ce qu'on avait déjà testé, et inspirant, extrêmement inspirant. Tu disais tout à l'heure, ça ne donne pas de recette, mais c'est très inspirant. Et ce besoin de mesurer, on l'a tous. Donc si ça peut faciliter notre quotidien d'avoir quelques clés, quelques pistes pour mesurer autrement l'impact de nos actions, je pense que c'est intéressant. C'est pas en plus, effectivement. Moi, je suis assez convaincu que c'est des choses que les acteurs font déjà, évidemment, évaluer l'impact, s'interroger sur le pourquoi, le comment faire mieux, etc. Nous, ce qu'on a donné, c'est plutôt des pistes pour avoir des prises sur ce processus, pour comprendre parfaitement ce qu'on fait, et puis aussi, finalement, pour s'enlever un poids. Ça, c'est le chapitre 1 qui l'explique, qui est un peu plus technique, mais qui dit que l'impact au sens mesurer, toutes choses égales par ailleurs, une politique comme on le ferait, je sais pas, quand on teste un médicament et qu'on a un groupe témoin et qu'on administre le médicament à un groupe et pas au groupe témoin, on leur donne un placebo pour savoir si on est sûr que c'est ça qui agit, etc. Ça, c'est un énorme boulot, mais c'est pas un boulot faisable. Personne ne peut le faire. Il faut des moyens énormes pour faire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que, pour moi, une partie de l'ouvrage, c'est aussi de dire, voilà, non, c'est pas ça l'impact. Si vous partez sur ce genre de direction, vous allez tomber dans un cul-de-sac qui va vous prendre en fait beaucoup d'énergie et qui va apporter beaucoup de déception. Au contraire, on a une méthode réaliste. On propose une méthode réaliste. Et moi, j'ai hâte de voir comment elle sera appropriée aussi. Hein. Mais on propose une méthode réaliste, une méthode adaptée finalement. Et puis, je l'ai dit, une méthode qui est pas un en plus, qui est pas un après, qui est lié directement, qui doit être pensé, à mon avis, avec le déploiement de la politique. Donc, en tout cas, quand on l'a construit et quand on l'a partagé, il n'y a pas eu de soupir d'épuisement anticipateur. Et puis, je pense que c'est une méthode qu'on peut attraper un peu importe le moment où on en est dans le processus de déploiement. Si on est au démarrage d'une démarche de déploiement, par exemple sur le sujet du handicap, ça peut être intéressant de se dire « Ah tiens, en fait, est-ce que j'ai vraiment bien problématisé mon truc ?» Et si on en est plutôt vers la fin, c'est de se dire, en tout cas vers le milieu, c'est de se dire « Ok, mais qui enquête ? Qui prend les faits ? Qui observe ?» Je pense que c'est vraiment plutôt comme des lunettes avec lesquelles on va regarder le sujet, et en fonction de là où on en est, c'est OK en fait. Et même si on est plutôt vers la fin, je veux dire, le plan d'action n'a pas de fin. Il y aura forcément une autre démarche demain ou dans un mois ou dans 3 mois avec laquelle on pourra déployer la méthode depuis le début, quoi. J'aime bien la métaphore des lunettes. Je pense que c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez été très clair. Je pense que c'est de belles choses sur lesquelles conclure. Donc encore, merci à tous les 3 d'avoir participé au GT, d'avoir relu, d'être venus avec nous. On vous laisse entre de bonnes mains pour le reste de la journée. Merci à tout le monde.